bonjour pour notre animation sur la loi de financement de la sécurité sociale Bon, 2022. ouais, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se présenter brièvement avec Olivier. Donc, pour ma part, Jean-Loup Grouard, donc salarié du groupe AG2R La Mondiale depuis 20 ans et formateur en protection sociale pour les métiers de conseil depuis 10 ans. Donc, je serai accompagné d'Olivier Dalle pour cette animation. Olivier, si tu veux Oui, te merci présenter. Jean-Loup. Je fais à peu près le même métier que toi, Jean-Loup. Oh, On a tous les 2 une double casquette, hein. On est avant tout conseillers, en protection sociale, donc nous accompagnons les chefs d'entreprise, sur leur protection sociale, hein, sur les 2 risques, majeurs qui est le risque immédiat, par rapport à la prévoyance et la couverture de leurs revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès, hein, et le risque futur qui est la retraite. Et donc, autour d'un audit de protection sociale, on aborde tous ces sujets-là, la retraite, prévoyance, complémentaire santé, épargne, tant à titre individuel qu'au titre collectif pour ses salariés s'il en a, hein. Et la deuxième fonction que je copartage avec Jean-Loup, hein, c'est l'animation de la politique partenaire au sein de la région, tant auprès des instances CROEC, annexes et syndicats IFEC, CF, que dans l'animation des conseillers sur le terrain. Voilà, on peut Alors, démarrer. voilà, cette présentation, il faut le savoir, hein, c'est une commande du club social de l'ordre des experts comptables, hein, et validée donc par eux. Ça fait à peu près 10 ans, hein, qu'on la réalise, donc c'est ce résumé de LFSS que nous allons partager. Alors, ça va durer 1 heure à peu près. Alors, comment j'ai voilà. Donc ça va durer 1 heure. Dans cette heure, on aura coupé vos micros, vous aurez sans doute des questions à nous poser. Ces questions, je vous propose soit de nous les poser dans le fil de discussion, mais on les traitera après, ou alors encore mieux, de nous les poser sur la fiche d'évaluation et nous vous répondrons par mail après le Teams. Alors, comme vous le voyez, il y a un document PDF côté conseil spécial LFSS 2022 que nous allons vous mettre sur le fil de discussion par Laura. Alors peut-être plutôt dans 5 minutes parce que le problème, c'est des retardataires. S'ils se connectent maintenant, ils n'auront pas accès à ce LFSS, ça serait un peu dommage pour eux. Et vous l'aurez sous peu. Et dans ce LFSS, ce PDF, il y a donc 23 articles qui sont analysés et un QR code qui vous permet directement d'aller à l'article de la loi. Nous, en ce qui nous concerne, on va aller sur les articles les plus impactants. Donc, ce sera fait en 3 parties, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Une première partie plutôt sur les contributions et cotisations sociales, les nouveautés. Une partie sur les prestations sociales et enfin, un rappel toujours utile des différentes précédentes LFSS, mais dont l'application aujourd'hui, en 2022, s'applique, si je peux me le répéter. Ce qu'on peut vous dire tout simplement, comment ça va fonctionner aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, il faut savoir qu'il y a eu 121 articles. Sur les 121 articles, comme je l'ai dit, il y en a eu 23 qui ont été développés dans le PDF. Nous, on va plutôt s'attacher sur une dizaine de ces articles de loi, ceux, quelque part, qui sont le plus impactants dans votre métier de tous les jours et ceux surtout sur lesquels on peut vous apporter le plus de conseils. Donc, on va un peu des fois s'éloigner de la LFSS 2022 à proprement parler, mais dans l'objectif justement de la mettre en relation avec votre métier de tous les jours. Alors, merci Jean-Loup pour cette introduction. La première partie qui comporte, qui traite des cotisations sociales, tu peux mettre la deuxième slide, merci. Donc dans le PDF, il y a 7 articles qui sont traités sur la partie cotisation. Nous, on va se concentrer sur l'article 12 et l'article 19. Alors, concernant l'article 12, en fait, il va nous parler de quoi cet article? C'est-à-dire que les affiliés, CIPAV vont cotiser, aux URSSAF à compter du 1er janvier 2023, hein. Donc c'est bien le régime, général, donc les URSSAF et les GAS, hein, qui vont collecter et contrôler les cotisations sur la retraite de base et les complémentaires, ainsi que sur l'invalidité et le décès.
hein. C'est bien une volonté d'unification et d'harmonisation du recouvrement des cotisations auprès des URSSAF. Ça a commencé il y a quelques années avec le RSI, hein, qui est devenu le SSI après le rattachement au régime général. Et ça va se poursuivre avec les cotisations ARCO-AGIRC, hein, retraite complémentaire, à partir du 1er janvier 2023. Donc on sent bien, hein, cet alignement, au-delà de l'alignement des régimes sur la partie prestations, hein, Sécu, SSI, il y a également une harmonisation et une convergence vers le recouvrement. Un petit point de vigilance, c'est que les cotisations CIPAV, elles seront forcément régies par la Sécu, hein, d'accord, hein, et avec aussi bien tous les contrôles qui vont changer, puisque il y a une bascule vers la sécu. Au niveau de l'article 19, alors là, c'est la prolongation d'un dispositif expérimental dérogatoire qui concerne le paiement en temps réel des cotisations pour les TNS et la suppression des sanctions. Ça fait, alors ça, c'était déjà en place, hein, c'est pas nouveau. Bon, maintenant, ce dispositif est prolongé. Hein, le principe, c'est le suivant, c'est que les TNS règlent leurs cotisations sur la base des revenus estimés, alors de manière mensuelle ou trimestrielle, le revenu estimé de l'année en cours. Hein. Donc, terminer le N-2, le N-1. Ce dispositif, vous le voyez à l'écran, il évolue sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y a un petit changement, hein, c'est que cette expérimentation, elle ne se fera plus du coup sur proposition des URSSAF, comme c'était auparavant, mais sur demande des TNS. TNS qui évolue également, le périmètre. Hein, là, on va basculer à partir du 1er janvier 2021 sur l'ensemble des TNS hors auto-entrepreneurs et médecins, et étudiants en médecine, on vous précise. Voilà. Donc en fait, dans le but également d'encourager cette mesure, c'est que les sanctions qui existaient jusqu'à aujourd'hui, hein, quand on avait un écart supérieur entre le revenu définitif qui était supérieur à 1/3 du revenu estimé, il y avait des sanctions. Ces sanctions, elles disparaissent. Donc concernant l'accompagnement que vous pouvez avoir, vous, sur vos clients en cabinet, cette mesure, elle va, et notamment pour les créateurs, hein, ils vont gagner en visibilité certainement sur leur bilan, hein, de par cette mesure, et ça peut permettre d'identifier ou de segmenter plus facilement des clients qui bénéficient de ce dispositif, hein, et de leur faire bénéficier par notre intermédiaire, par exemple, d'un audit prévoyance ou d'un audit retraite. Je te passe la main, Jean-Loup. Alors, là, on va partir sur la deuxième partie sur les prestations sociales, d'accord, après avoir vu celle sur les cotisations sociales. Alors, il y a différents articles, hein, 36, 79, 93, hein, au niveau de la santé. En fait, ce sont des nouvelles mesures qui s'appliquent au panier de soins minimal. Donc, on rajoute en fait des garanties supplémentaires par rapport à ce panier de soins minimal. Donc, en fait, on n'a pas le choix. C'est dans la loi et la loi en fait impose à tous les prestataires qui proposent des mutuelles de santé, hein, des contrats de santé, d'inclure ces garanties supplémentaires dans leur contrat de santé. Alors la question c'est quoi le risque de ne pas le faire? Le risque de ne pas le faire, c'est d'avoir un contrat qui n'est plus responsable. D'accord? Là, on vous a remis, hein, pour votre culture, mais je pense que vous le maîtrisez tous, hein, l'avantage d'avoir un contrat responsable, c'est bien entendu au niveau des contrats collectifs, le non-assujettissement aux cotisations sociales, et pour les contrats Madelin, c'est que ce soit déductible du revenu imposable, ou si c'est dans un article 62, la cotisation ne soit pas réintégrée dans le revenu imposable. Ça veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire que dans la pratique, de toute façon, tous les assureurs vont mettre en place ces nouvelles garanties dans leur contrat, et il faudra l'expliquer aux clients que des fois c'est des plus au niveau des garanties, mais des fois c'est des moins, comme la limitation à 200% des remboursements pour les médecins qui ne sont pas affiliés à un contrat de maîtrise des dépenses, hein, ce qui est à peu près 80% des médecins. Il faut leur expliquer qu'aujourd'hui que c'est la loi qui impose aux prestataires que nous sommes ses limites ou ses garanties. Et donc, quelque part, hein, on peut dire que c'est une sorte de délégation encadrée, la couverture santé au privé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, par rapport à l'ajout de ces garanties ou la suppression de ces garanties pour la maîtrise des santé. Voilà le petit côté santé pour la LFSS 2022. Maintenant, on va regarder l'article 96 qui concerne la prévoyance. Alors,
cet article 96, déjà, en quoi, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, vous avez eu une présentation d'une loi qui est très importante le 16 septembre 2021 en faveur des travailleurs indépendants. Cette loi, aujourd'hui, fait la navette hein, entre l'Assemblée et le Sénat, n'a pas encore été votée. Mais pour préparer l'adoption de cette loi, la LFSS 2022 met déjà en place quelques garanties pour être en accord avec cette loi qui va être votée. D'accord? Donc, on va et cette loi, elle va dans un sens. Elle va dans le sens qu'a dit Olivier tout à l'heure, c'est une convergence au niveau notamment des prestations entre le régime général et là, dans ce cadre-là, du régime SSI. Alors, c'est quoi ces convergences? C'est une série de petites mesures. Alors, mesurette, mesure, ça dépend comment on veut le prendre. Mais en tout cas, c'est le sens. Le sens, par exemple, c'est la neutralisation des revenus d'activité 2020 qui sert de base de calcul aux indemnités journalières. Hein, parce que je vous rappelle que les indemnités journalières sont calculées sur le revenu annuel moyen des 3 dernières années. Donc, ça permet d'éliminer cette année 2020 où le revenu serait très faible, qui empêcherait d'avoir des indemnités journalières. C'est un exemple. L'autre exemple que l'on peut voir, c'est la mise en place d'indemnités journalières en faveur du SSI pour le cumul emploi-retraite. Alors le sujet du cumul emploi-retraite en cabinet, c'est un sujet souvent sur lequel nous sommes interrogés, qu'Olivier développera un peu plus tard, parce qu'il y a une mesure qui est spécifique à ce cumul emploi-retraite. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On peut dire que le statut de TNS et le statut de salarié en termes de prévoyance, hein, notamment et d'une manière globale, se rejoignent de plus en plus. Hein, c'est l'alignement, le fameux alignement des régimes. Et lorsque vous rencontrez un créateur qui souvent a quelques difficultés à se positionner sur le statut de TNS par rapport au statut de salariés hein, qui maîtrisent mieux, bah, c'est souvent à vous de le convaincre, de lui dire aujourd'hui, non, non, le statut de TNS est un statut qui protège presque aussi bien, je dirais même aussi bien que le statut de salarié avec des charges sociales moindres. Alors, autre chose, donc le point de vigilance, hein, c'était, alors oui, autre chose importante. Ça, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est notamment suite à la on va dire disparition du RSI pour la mise en place du SSI. Alors la mise en place de la sécurité sociale des indépendants a fait que tout ce qui est assurance maladie est maintenant géré par la CPAM. Et comme vous le savez par rapport à la CPAM distingue le risque classique maladie et accident du risque accident du travail et maladie professionnelle. C'est pour ça qu'il y a une cotisation sur vos fiches de paie, sur les fiches de paie. Que dit cet article 96? En fait, l'article 96, on peut le voir comme une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est de dire qu'aujourd'hui, eh ben, il va falloir, pour tous vos indépendants qui souscrivent, en tout cas c'est le conseil qu'on va donner, ça ne sera pas obligatoire, une assurance spécifique accident du travail, maladie professionnelle, comme vous le connaissez par rapport à vos salariés. S'ils ne le font pas, eh ben, ils n'auront pas les garanties, les invalidités, l'arrêt de travail, l'invalidité qui est prévu hein, normalement, s'ils arrivent à constater que c'est un accident de travail, une maladie professionnelle. Donc le risque est quand même important. Hein. Je vous rappelle que notamment pour l'invalidité, le risque est important. En tout cas, si le risque est important pour eux, votre risque en termes de devoir de conseil est aussi important pour vous. Maintenant, ça c'était le côté vide de la bouteille. Le côté plein de la bouteille, c'est que, notamment dans cette fameuse loi du 16 septembre 2021, on vous dit que les cotisations seront inférieures à 30% par rapport à celles des salariés, d'accord, pour les mêmes risques protégés. Donc on en saura un peu plus lors de la publication de la loi, mais on vous alerte dès maintenant sur ce risque important lors de vos rencontres, notamment remise des bilans avec vos TNS. On va parler maintenant d'un risque qui n'est pas un risque, qui est le congé paternité, c'est plutôt une joie. Alors, dans cet fameux article 96, bah, une petite mesurette, on dit que les collaborateurs libéraux vont aussi bénéficier des congés paternité. Et pour nous, avec Olivier, c'était l'occasion de vous rappeler de cette mesure LFSS 2021 qui quand même a été une application au 1er juillet 2021, donc elle était en cours d'année, que vous avez peut-être pu appliquer dans vos cabinets, ou en tout cas, vous allez pouvoir les appliquer dans les années à venir. Vous voyez ici dans ce tableau, je trouve qu'assez clair quand même, ce qui était avant et ce qui était après. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a 2 congés. Il y a le congé de naissance, obligatoire, à partir du 1er juillet, de 3 jours.
père, conjoint, concubin, pacsé. Je pense que c'est père surtout qui est important, hein. Concubin, concubin, pacsé, c'est tous les voilà, c'est le reste. Alors, ça, c'est l'obligatoire. Ensuite, nous avons le congé de paternité. Le congé de paternité, donc, qui est maintenant de 25 jours, d'accord? Et qui est obligatoire les 4 premiers jours et facultatif après. Donc, en gros, vous avez 3 plus 4, ça fait 7 jours, si je me trompe pas. D'accord? Donc, vous avez 7 jours d'obligatoire, une part du congé de naissance et une part du congé de paternité. La différence entre le congé de naissance et le congé de paternité, c'est que la congé de naissance, c'est dans la foulée, si je peux me permettre. Le congé de paternité peut être décalé dans le temps, pas obligatoirement dans la foulée, mais en prête. Après, il y a quelques délais. D'accord? Donc ça, c'était quelque chose qu'on souhaitait faire vous faire ce rappel sur ce congé paternité qui est aujourd'hui donc valable pour tous vos clients, c'est-à-dire salariés, TNS, TNS agricoles, d'accord? Et maintenant collaborateurs libéraux. Alors il y a aujourd'hui une seule classe de clients qui n'en bénéficient pas, ce sont, les professions libérales, hein, bon, puisque aujourd'hui, elles ne sont pas dans la loi. OK? Mais qui dit que demain elles ne le seront pas? C'est une autre question. Voilà, point de vigilance, notamment au niveau de vos dirigeants et des services RH, en tout cas que tout le monde soit au courant. Olivier, je te laisse. Ouais. Alors, on vient de voir la santé et prévoyance. On va faire un focus sur la retraite parce qu'il y a pas mal de choses également qui sont dans cette LFSS, notamment le cumul emploi-retraite pour les soignants et leur déplafonnement. Il y a une petite mesure. L'attribution de trimestres pour certaines professions en raison de la crise Covid. Une nouvelle possibilité de rachat de trimestre pour également certaines professions. Et on fera un petit focus sur la retraite progressive qui va être étendue. Alors, au niveau de l'article 3, qui concerne le déplafonnement du cumul emploi-retraite pour les soignants, avant de rentrer dans le vif de cette mesure, un petit rappel sur le cumul emploi-retraite, puisque Jean-Loup, tu l'as dit, on est souvent sollicité par nos clients, par certains collaborateurs de cabinet aussi, hein. Donc, je vais faire un petit rappel. Il y a 2 types de comptes de cumul emploi-retraite. Il y a le cumul emploi-retraite intégral ou total et le plafonné. Pour bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral, il y a 3 conditions. C'est la liquidation de toutes mes caisses, c'est avoir l'âge légal 62 ans et c'est avoir validé tous les trimestres qui me sont demandés en fonction de mon année de naissance. Si j'ai ces 3 conditions, je peux basculer sur un cumul emploi-retraite intégral, c'est-à-dire cumuler à la fois ma retraite et ma rémunération future ou de manière sans limite. À savoir qu'il y a quand même une cristallisation des droits, c'est-à-dire que je vais payer des cotisations qui ne vont pas me générer de droits retraite futurs. À l'inverse, le cumul emploi-retraite plafonné, c'est-à-dire s'il me manque une des conditions que j'ai citées auparavant, à ce moment-là, je pourrais cumuler mon emploi et ma retraite, mais dans certaines limites. Retenez un plafond de la Sécu si je suis profession libérale et un demi-pass si je suis SSI. Alors, suite à la crise Covid, les professionnels de santé bénéficient de cet article 3, d'accord. S'ils ont liquidé leur retraite entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qu'ils étaient en cumul emploi-retraite plafonné, ils bénéficieront, donc ils ne seront pas soumis à ce plafond de ressources, de revenus, d'accord, et ni à ce délai de carence. Il y a un délai de carence de 6 mois en cas de reprise chez le même employeur. Donc ça, c'est valable pour tous les TNS et les salariés, hein, on veut dire également. Donc c'est une bonne mesure, hein, qui va dans le bon sens. Je pense que vous pouvez porter cette mesure au cas le cas en fonction de votre clientèle, hein, parce que c'est un bon conseil qui coûte en plus qui coûte pas grand chose, donc ça peut valoriser votre approche. Tu peux y aller, Jean-Loup. Deuxième article, c'est l'article 107. Là, on va parler d'attribution de trimestres de retraite de base pour certaines professions. Alors, les professions concernées, elles sont listées sous vos yeux, hein. C'est plutôt des professions qui ont un peu morflé pendant la crise Covid. On vous rappelle également que depuis 2014, pour valider un trimestre, il faut 150 SMIC horaires. Ça fait à peu près 6 300 € de rémunération à l'année.
On vous précise également, avant c'était 200 SMIC horaires, hein, info. On vous précise également que un travailleur indépendant qui n'a pas de revenus, mais qui cotise au minimum obligatoire à sa caisse, au SSI par exemple, il va valider d'office d'emblée 3 trimestres. D'accord. Donc cette mesure de rachat de trimestre pour crise sanitaire, elle va concerner les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs et les mandataires sociaux. Hein, et alors, pour l'instant, on n'a pas les années de référence, ce sera 2020 et 2021. Par contre, les modalités de calcul et de chiffrage de ce rachat de trimestre seront précisées par décret dans les jours ou semaines à venir. Tu peux y aller, Jean-Loup. Ouais, un point de vigilance, hein, donc c'est cette mesure est important, d'autant que le nombre de trimestres pour obtenir une retraite de base à taux plein, il a fortement augmenté ces dernières années, hein, suite aux dernières réformes. Hein, on est passé de 150 trimestres à 172 trimestres, hein, pour la génération après 73, donc ça fait quand même 22 trimestres supplémentaires. Et on a également eu, en parallèle, une augmentation de la décote maxi, qui était à 20% et qui est passée à 25%. 25% de décote sur une espérance de vie de 20 ans, ça fait 500% de décote, ça fait 5 années de perte de retraite. C'est pas rien, hein. Donc voilà, j'insiste là-dessus. Si on peut aller chercher au regard de cette mesure des trimestres pour vos clients, d'accord. Donc il faut identifier ces clients et leur faire bénéficier d'un audit retraite pour savoir si c'est opportun de racheter ces trimestres. L'article 108, lui, il nous dit quoi? Il nous dit que certaines professions ont la possibilité de racheter des trimestres de base. Bon, là encore, hein, c'est une nouvelle possibilité de rachat de trimestre. Et donc, en fait, pour refaire un peu l'histoire, hein, c'est que les réformes qui ont durci les conditions de trimestre, on est passé de 150 à 172. Hein, donc tout ça, ce sont des mesures répressives. Hein, et donc l'État, par rapport à ça, met des mesures incitatives. Il y en a plein. Hein, il y a la fiscalité, Madeleine Perp. Hein, quid, si on n'avait pas ces fiscalités, est-ce qu'on fabriquerait de la retraite aussi facilement? On parle aussi du PER, d'accord, qui est venu assouplir la sortie en capital, et on parle également des rachats de trimestres. Voilà. Ce sont des mesures incitatives qui permettent, entre guillemets, un petit peu d'endiguer toutes ces réformes. Les deux rachats de trimestres les plus connus, c'est le VPLR, hein, le versement pour la retraite, appelé rachat Fillon, et le deuxième, c'est le rachat dit Madelin. Alors, vous voyez, sur ce graphe, c'est intéressant puisqu'on voit que les générations qui partent à la retraite en ce moment, hein, les 58-60, ils sont plutôt à 70% à avoir leur taux plein à 62 ans. Quand on va vers la droite et qu'on regarde une génération 78, seulement 30% des générations 78 auront leur taux plein à 62 ans. Bon, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent aussi reculer l'âge légal à 64 ans. Mais en tout cas, ça fait parler quand même, hein, ces chiffres. Et je pense que les rachats de trimestre, du coup, ont de beaux jours devant eux. Hein, et que pour mesurer l'impact de ces rachats de trimestre, sachez qu'on est outillé et qu'on peut mesurer l'impact fiscal, l'impact sur la retraite, enfin voilà, on est en mesure de vous accompagner sur le sujet. Alors certaines professions, les professions qui sont retenues par rapport à ce dispositif, c'est les professions qui n'étaient justement pas reconnues avant 2018 et qui ne cotisaient pas un régime obligatoire. Ostéopathe, chiropracteur, naturopathe, éthiopathe, acupuncteur, sophrologue ou hypnotiseur. Donc c'est cette profession-là qui peuvent racheter ces trimestres, deux conditions. Donc ne pas avoir liquidé ses droits, normal, hein, pour l'instant, hein, et que le rachat se fasse dans la fenêtre de tir entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026. Donc on a un peu de temps devant nous. Hein. Il ne faut juste pas louper cette fenêtre de tir temporelle. Pareil, hein, que l'article précédent, on attend les modalités précises par rapport à ce décret. Mais ces rachats de trimestres, ce sont des belles missions en retraite, hein, et on peut bien évidemment vous accompagner sur le sujet.
Enfin, dernier article, l'article 110 qui traite de la retraite progressive. Alors la retraite progressive, c'est un vieux dispositif, hein, puisque ça a été créé en 88, ça a été réformé en 2014. C'est un dispositif qui est pas très étendu, alors qu'il est, plutôt, enfin, de mon point de vue, assez sympathique, hein. À l'inverse du cumul emploi-retraite, on va pas, figer les droits puisque pendant ma retraite progressive, je générais des nouveaux droits et en fait, mes droits seront recalculés au moment de la liquidation totale de ma retraite. Il concerne qui cette retraite, elle concerne qui cette retraite progressive? Les salariés agricoles et certains indépendants, professions, artisanales, donc les SSI, on va les appeler comme ça. Et à partir du 1er janvier 2022, le dispositif est ouvert aux salariés au forfait jour. 2 conditions: partir au plus tôt à 60 ans, puisque c'est l'âge légal moins 2 ans, et avoir cotisé au minimum 150 trimestres, tous régimes confondus. Bon, donc ce qu'on vous dit, hein, c'est un excellent moyen pour, gérer, ses effectifs dans le cadre d'une entreprise, hein, sa masse salariale également, tout en associant un transfert de compétences entre générations. Hein. Dieu sait qu'aujourd'hui, beaucoup de professions, dont la vôtre, hein, cherchaient aujourd'hui des bras, hein, parce que c'est compliqué partout, hein, et tout en se constituant des droits nouveaux. Donc c'est assez vertueux comme système, la retraite progressive. Tu peux avancer, Jean-Loup, s'il te plaît. Hein, on vous dit également que donc c'est ouvert aux mandataires sociaux, à condition qu'ils exercent une activité à titre exclusif dans l'entreprise. Mais comme tout à l'heure, c'était la paternité, hein, les congés paternité. Ce dispositif de retraite progressive n'est toujours pas étendu aux professionnels libéraux. Et ça peut aussi avoir du sens, hein, dans le cadre d'une transmission d'entreprise, hein, pour faciliter le cédant et le repreneur, par exemple. Je pense que c'est à OK, toi, Jean. OK, donc là, on va parler du statut de conjoint collaborateur et en plus, c'est de l'humour, hein, parce que, en fait, on va étendre notamment sur l'article 24 le statut, aux concubins. Donc maintenant, c'est un concubin collaborateur. Alors on avait, le conjoint, on avait le partenaire ou la partenaire pacsée. Maintenant, on a le concubin ou la concubine collaborateur, un statut, c'est quand même fort de café. C'est pas mal ça, de cette nouvelle notion. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça? À travers cet article 24? Bah, à travers cet article 24, on dit que le statut, la première chose, c'est que le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 ans. Il est limité à 5 ans, toujours, cette LFSS 2022, elle se met en ordre de marche par rapport à ce projet de loi vraiment important du 16/9/2021, hein, qui dit que, en fait, le statut de conjoint collaborateur, c'est pas un statut idéal pour le conjoint ou le concubin ou, le partenaire pacsé, parce qu'il peut créer des situations de dépendance économique. D'accord? Et on n'a pas forcément des droits, qui soient spécifiques, hein. S'il y a un partage des droits, un tiers, 2 tiers par exemple, un certain nombre de choses, c'est pas là où on constitue les meilleurs droits. Donc cet article 24 dit simplement: «Aujourd'hui, voilà, tout le statut de conjoint collaborateur, c'est un statut temporaire. C'est un statut temporaire qui sera limité à 5 ans avec un top démarrage au 1er janvier 2022. Ce top démarrage, on comptera 5 ans à partir de ce 1er janvier, soit pour, les anciens statuts de conjoint collaborateur qui ont pu être mis en place, hein, soit lors de la mise en place de ce statut provisoire, de dire, dans 5 ans, il faudra il sera changé de par la loi. Alors, si rien n'est fait, le statut qui sera, donné aux conjoints, concubins, partenaires pacsés sera le statut de salarié. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a 3 statuts possibles, hein, aujourd'hui. Il y a le statut de conjoint collaborateur, le statut de conjoint salarié, conjoint salarié et le statut de conjoint associé, hein, cogérant, par exemple. Alors, donc, je viens de le dire, donc, cette disposition limitée à 5 ans et c'est une disposition qui est aussi, élargie aux concubins. Ce qui est très clair, hein, ce qui est très clair et le message à faire passer à vos clients aujourd'hui est celui-là. Une personne
qui participe à l'activité de l'entreprise d'une manière régulière, hein, qu'importe son statut, hein, conjoint, concubin, partenaire pacsé, doit être déclaré dans l'entreprise. Si on ne le fait pas, ça devient, ça devient ce qu'on appelle il y a un risque, important, notamment là, on est sur, un risque, judiciaire, de travail, non déclaré et vous connaissez un petit peu toutes les conséquences que ça peut avoir pour un chef d'entreprise. Donc c'est vraiment le message à faire passer aujourd'hui. Il y a un statut qui doit être mis en place si le conjoint concubin ou partenaire pacsé participe d'une manière régulière à l'activité. Et comme vous le savez, hein, ils peuvent le démontrer assez facilement. Maintenant, on peut se poser la question aussi, ça peut être une vraie mission dans un cabinet sur, le statut du chef d'entreprise. Et notamment, je voudrais vous faire un petit focus sur le statut de salarié qui bénéficie du chômage. Là, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui cotise au SMIC, hein, ça fait à peu près 19 200 € en annuel. Quand on regarde l'assiette de ses charges sociales, on s'aperçoit surtout que s'il cotise au chômage, il bénéficie de l'allègement des charges sociales d'une manière importante, hein, là, dans notre exemple, à hauteur de 6 000 €. Ce qui fait que le coût global du statut du conjoint salarié au SMIC est de 19 553, d'accord, avec un salaire net de 15 199, hein, 15 200. Ce qui veut donc dire que nous avons un ratio aux alentours de 23 hein, je crois que j'ai fait ça, hein, entre le net et le brut. Sachant que votre TNS, aujourd'hui, il est plutôt sur un ratio de 38. Donc, j'ai presque en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que peut-être le statut de conjoint salarié coûte moins cher que aujourd'hui la cotisation du TNS et pourtant ça va dans les mêmes poches, d'accord? Donc ça serait vraiment dommage de ne pas se poser la question de savoir si mon conjoint a le bon statut. Notamment, ça ouvre des perspectives, comme vous le savez, au niveau de la mutuelle collective, au niveau de l'épargne salariale, un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place à partir du moment où j'ai un salarié dans l'entreprise. Alors dans les limites, hein, épargne salariale, je vous rappelle, c'est un équivalent temps plein quand même, hein. Donc là aussi, ça nous fait part d'une réflexion. La réflexion, c'est de se dire, même au moment de la création de l'entreprise, là, il faut se poser la question de savoir la répartition des parts, hein, entre les conjoints. Parce que ce qui nous intéresse dans cette histoire de conjoint salarié, c'est la cotisation au chômage. Donc il y aura cotisation au chômage et droit chômage à partir du moment où il y aura un contrat de travail avec un lien de subordination et ce sera d'autant plus facile à établir ce lien de subordination si le conjoint a peu ou pas de parts dans l'entreprise. Après, il faut regarder par rapport au contrat de mariage les conséquences, que cela peut avoir. Voilà, j'en ai fini sur le statut de conjoint, mais je pense que c'est une vraie mission qui peut être développée dans les cabinets, là notamment lors de la remise des bilans, de se poser la question: «Est-ce qu'il y a un bon statut? Est-ce que je peux améliorer tout ça?» Alors j'essaye de passer. Est-ce qu'il veut bien passer? Voilà, à toi Olivier. Alors, sur cette troisième partie, on vous a fait, un petit remake des précédentes, LFSS, impactantes. On va partir sur le 1er sujet qui était l'arbitrage, entre, la CIPAV et le SSI. Tu peux y aller, l'article 15 de la LFSS 2018. Historiquement, la CIPAV, hein, on peut l'appeler un petit peu la caisse fourre-tout, hein, puisque, 400 professions couvertes, une caisse qui a explosé, hein, en 30 ans, elle a pris, 20 fois, son nombre d'affiliés, hein, et en 2019, pareil, tu peux cliquer Jean-Loup? Tu m'écoutes pas. Tu peux cliquer Jean-Loup. En 2019, la caisse, s'est organisée. C'est dissipé Jean-Loup. Et elle a défini la liste des 19 professions qui dorénavant relèveraient de la CIPAV. Donc aujourd'hui, il y a plus trop de doute, hein, je suis CIPAV, sinon je suis, SSI. Par contre, pour les professions, qui ne relèvent pas de cette liste, mais qui étaient déjà inscrits à la CIPAV avant le 1er janvier 2019, d'accord? Donc ceux-ci, soit ils restent rattachés à la CIPAV, soit ils ont la possibilité de demander un rattachement sur option au SSI.
et cela jusqu'au 31 décembre 2023. Alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire de manière, on peut pas tirer d'enseignements globaux, hein. Il faut bien évidemment faire l'étude au cas par cas, hein. Là c'est vraiment du sur mesure et pour en avoir fait quelques-unes, la balance elle penche souvent, alors je dis souvent, pas toujours, hein, mais côté SSI parce que le SSI va proposer des meilleures garanties en termes de prévoyance. Elle va alors vous voyez pas les ratios là, hein, mais c'est plutôt ce qui est montré à l'écran et elle va également augmenter un petit peu la retraite puisque en fonction là où je me trouve, la CIPAV, hein, vous savez que c'est une retraite par tranche, pas au SSI. Donc voilà, le meilleur conseil qu'on puisse donner dans ces cas-là, c'est de rencontrer un spécialiste de la protection sociale et de la retraite pour faire un audit complet, hein. Et il nous reste moins de 2 ans pour prodiguer ce conseil, hein, qui peut s'avérer très intéressant. Voilà, peut-être qu'il y a une segmentation à faire sur votre portefeuille, hein. Je pense que vous êtes outillés aujourd'hui pour le faire et puis vous entourer de personnes qui sont capables de chiffrer les impacts d'un passage SIPA à SSI, tant en termes de prévoyance qu'en termes de retraite. Nécessité de faire l'audit. Ça, c'était la première mesure sur l'arbitrage SSI-SIPAV. La deuxième, qui est un peu plus récente, hein, qui est l'instauration d'indemnités journalières en cas de maladie pour les professionnels libéraux, qui est intervenue au 1er janvier 2000, au 1er juillet 2021. C'est une bonne mesure parce que ça va dans le bon sens. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça ne solutionne pas tout. Alors, elle concerne, tu peux rester sur la précédente, Jean-Loup. Elle concerne les 10 caisses de profession libérale qui sont affiliées à la CNAFPL, donc c'est hors avocat, hein, puisqu'elle dépend de la CNBF. Et aujourd'hui, sur ces 10 caisses, il faut savoir qu'il n'y en a que 4 qui proposent des IJ, mais à compter du 90e jour. Donc, on va détailler un petit peu, là tu peux y aller, la réforme au 1er juillet, d'accord. Donc les URSSAF donnent droit, à la Caisse primaire d'assurance maladie, à des indemnités journalières du 3e jour au 90e jour. Vous voyez, c'est la partie verte, hein, qui vient en relais ou pas de la caisse à partir du 90e jour. Retenez simplement que l'indemnité minimale, hein, c'est 22 € par jour, l'indemnité maximale, c'est 169 € par jour. Et en termes de cotisation, hein, la cotisation minimale, c'est 50 € par an. La cotisation maximale, 370 €. Donc c'est performant, hein, le ratio prestation-cotisation est performant. Plusieurs enseignements par rapport à ça, hein, c'est que tu peux aller sur la suivante, Jean-Loup. Mmh. Là, on a pris un exemple sur une base BNC 50 000 € par an. Dans le haut, vous voyez, on retrouve bien nos 4 caisses dont je parlais qui, en bleu, donnent des IJ à partir du 90e jour. Et dans le bas, on a les caisses qui ne donnent pas d'IJ à partir du 90e jour. Dans tous les cas, sur un BNT de 50 000 €, la mesure gouvernementale qui vient d'être prise pour les professions libérales assure les 3 premiers mois que 50 % du BNC, hein. Bien d'accord. Donc ça veut dire que c'est une avancée, mais certes significative, mais pas suffisante, hein. J'insiste sur ce sujet-là, hein. On rencontre encore des TNS qui ne sont pas assurés en prévoyance, hein. Ils vivent dangereusement, hein. On a beau leur dire, on a beau leur expliquer, on a beau les sensibiliser par des exemples concrets, parfois on a du mal. Donc je pense que vous également, mais en tout cas, d'avoir une action commune pour sensibiliser parce que c'est trop dangereux, hein, de pas être assuré. Les salariés sont assurés, les véhicules sont assurés, les bâtiments sont assurés, mais le TNS n'est pas toujours assuré ou mal assuré, hein. Donc il y a ça et puis ensuite il y a le suivi
parce que un BNC, ça fluctue, parfois fortement. Et, des fois, on rencontre des clients qui ont mis en place un contrat de prévoyance au début de leur carrière et puis 10 ans après, il n'a jamais été revu et les revenus ont significativement évolué. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut également revoir au minimum une fois par an. Alors, je À vais toi. maintenant prendre la main. Donc, notamment, on va faire un petit focus sur, non pas forcément la fusion à Agirc-Arrco, mais sur les conséquences de la fusion à Agirc-Arrco et notamment la définition des catégories objectives dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire. Donc ça, c'était dans le côté conseil LFSS 2019. Donc ça, je pense que vous êtes tous au courant. C'est qu'on a celui-là, ce décret, hein, et qu'il a enfin été publié au journal officiel le 30 juillet 2021, d'accord, et qui modifie les catégories objectives, et notamment par une actualisation des critères cadres et non cadres, notamment pour l'adapter notamment à l'ANI du 17 novembre 2017. Alors c'est facile à retenir, hein, c'est 17-11-2017 hein, ou 17-11-17, ça sera notre référence. Donc on a des nouvelles catégories, en tout cas une modification de la dénomination des catégories objectives. Alors déjà, il y a quelque chose, un travail pour vous qui va être assez complexe, c'est que on a une période transitoire qui est instaurée jusqu'au 31 décembre 2024 pour se mettre en accord par rapport à au formalisme. Hein, vous connaissez l'importance du formalisme hein, pour les URSSAF, pour définir ces catégories objectives. Donc on peut se dire on a un petit peu de temps, hein, puisqu'on a 2022, 2023, 2024, sauf que dès que je vais avoir une modification, donc soit lors de la mise en place, ça devrait être assez fait, mais si je modifie le champ des bénéficiaires ou si je modifie par exemple les DUE, d'accord, l'acte fondateur, je vais être obligé de modifier ce formalisme et cette définition. Donc aujourd'hui, au niveau des catégories, le critère 1 notamment, qui était la notion article 4 et 4 bis ou article 36, a disparu en faveur d'une application des articles 2.1 ou 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. D'accord. Donc, ça permet de nous définir de cette fameuse notion de cadre ou non cadre. Donc maintenant, la référence, hein, j'insiste, je suis un peu lourd, mais je préfère que ce soit clair, la référence, c'est personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. D'accord, relatif à la prévoyance des cadres. OK, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc on a eu confirmation et souvent, c'est quelque chose qui est un peu, je ne vais pas dire oublié, mais qui peut être mieux utilisé, peu pratiqué, mieux utilisé, c'est une catégorie objective qui peut être définie par un seuil de rémunération égal ou passe à 2 passes, 3, 4 et 8 fois, bon 8 fois maximum. Bon déjà ça quand même, ça fait quand même une belle rémunération, hein. Ça veut dire que vous pouvez distinguer un collège, d'accord, sur un critère 2 en disant, voilà, bénéficieront de cet avantage en protection sociale complémentaire tous les personnels dont la rémunération est supérieure ou égale à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, hein, ça fait quand même 80 000, un peu plus, 82, ou 3 plafonds, ça fait 120 000. Donc ça permet quelque part de distinguer un CODIR, par exemple, hein, ou distinguer si on est dans un cas où on a quelques cadres et le chef d'entreprise veut bénéficier seul de cet avantage, notamment je vous parlerai de le Perrot juste après, d'en faire. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, bon, on va regarder les critères et après on regardera les limites. Alors, il veut bien bouger. Voilà. Donc si on regarde un petit peu maintenant les différentes catégories objectives que l'on peut mettre en place dans un contrat de protection sociale complémentaire collective. On a le premier critère 1 que vous connaissez, cadre non cadre, donc maintenant en référence 2.1, 2.2 de l'ANI du 17-11-17. D'accord. On a un critère 2 qui est la tranche de rémunération. Et là, vous pouvez le voir notamment pour la retraite, c'est un cadre général et sans preuve à apporter.
Donc c'est facile à mettre en place. C'est pas à vous de prouver que, votre catégorie elle est objective. C'est aux URSSAF de démontrer à la rigueur qu'ils ne soient que ces catégories ne seraient pas objectives, mais ça va être pas possible pour eux par rapport aux textes de loi, aujourd'hui, les lettres à cause qu'on peut avoir. Après nous avons un critère 3 qui est, les catégories de CCN qu'on peut voir, mettre en place dans certains cas de figure, avec notamment souvent un réécrit fiscal qui permet d'être certain, de la catégorie, que la sécurité soit bien acceptée et puis après vous avez des cadres particuliers, hein, qui sont valables plus souvent, on voit ça pas tellement pour la retraite, mais plus souvent pour la prévoyance. Par exemple, une catégorie issue des usages, moi on a pu voir, par exemple les chauffeurs de bus dans une entreprise, une association, on voulait les protéger en prévoyance d'une manière plus importante pour le risque accidentel par rapport aux autres, catégories de salariés donc ça avait été accepté par les URSSAF. D'accord? Donc ça, ce sont les critères 1, 2, 3 et 4, avec, attention, là ça je vous le dis, c'est une problématique sur l'article 36, hein, parce qu'aujourd'hui l'article 36, on n'a pas vraiment de référence et il faut attendre, notamment, un prochain décret, qui pourrait, déterminer, si on peut, distinguer les articles 36 des cadres et des non-cadres, si je peux me permettre. Voilà. Donc on redit 1 critère 1, article 2.1 et 2.2, d'accord? Attention, 31/12/2024 pour la mise en conformité ou dès aujourd'hui, si modification des régimes. Critère 2 pour la retraite, critère 2 notamment par rapport à la tranche de rémunération. Et là, je vais vous parler de ce qu'on ressent, aujourd'hui par rapport au marché du travail. C'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon mon Jean-Loup, oui, pour ça veut dire que, on a 2 ans quand même pour remettre à jour toutes les DUE et oui, tous les contrats. oui, si je me Voilà. permets, oui, tout à fait, puisque c'est au 31 décembre 2024, 3 ans, hein, on a 2 ans et demi, on Non, va mais dire, derrière, pour mettre il y a un gros formalisme. Bon, on sait toujours que quand il y a une fenêtre de tir, on démarre jamais, le 1er jour, mais on attend plutôt, la fin. Mais, ça peut y avoir pas mal de boulot par rapport au service social de certains cabinets, quoi, quand même, hein. ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant C'est moi qui je t'ai vais, coupé. vous non, c'est bien Olivier, c'est vrai de comment dire? D'alerter sur ce délai qui est long et pas long. Alors là, je voudrais faire un petit, petite, explication par rapport au PERO. Alors PERO, vous savez, hein, c'est le plan d'épargne retraite obligatoire, hein. C'est, lors de la mise en place du PER, fin, 2019, hein, le volet collectif obligatoire qui ressemble énormément aux 83 que vous avez l'habitude de connaître. Aujourd'hui, on est sur un marché du travail, chez certains des clients qu'on rencontre qui est assez tendu et il se pose la question de l'attractivité et de la fidélisation, des collaborateurs et on a voulu vous par rapport aux 2 prochaines planches, vous remettre un petit peu quelque part, un rappel des bénéfices du Payro pour, l'entreprise et le chef d'entreprise, d'accord? Et quelque part, c'est une question qu'il peut vous poser en disant: «Bah, aujourd'hui, au niveau de mes ressources humaines, comment comment dire? Rendre mon entreprise plus sereine et ne pas subir de départ ou d'avoir du mal à recruter». Donc Attractive. déjà, à l'attractivité. Donc déjà, bon, il y a l'élément constitutif du Payro, hein, c'est un contrat de retraite et aujourd'hui quand on regarde, les angoisses plus ou moins, hein, des comment dire? Des Français, le sujet de la retraite est quand même un sujet, porteur, ou en tout cas, angoissant, sur leur avenir. Ce qui est intéressant sur un Payro à la distinction, de comment dire? De l'épargne salariale ou, des accords d'intéressement et autres, c'est que le choix du collège dont on parlait juste à présent, donc je peux, en faire bénéficier certaines personnes et d'autres. On peut aussi, je vous rappelle, mettre, un niveau d'ancienneté. On peut aller jusqu'à 1 an pour éviter, bah, ceux qui sont en période d'essai en disant: «Bah, voilà, au bout de 6 mois, vous bénéficierez d'un Payro ou alors au bout d'1 an, vous bénéficierez d'un Payro».
Ensuite, à la différence de l'épargne salariale, hein, si on fait un comparatif, hein, l'épargne salariale ou des accords d'intéressement, c'est vous définissez les règles avant, et puis après vous regardez combien vous avez dépensé après. Là, le budget est maîtrisé parce que vous savez dès le départ combien ça va coûter à l'entreprise. Et puis à côté de ça, il y a différents compartiments d'alimentation, donc on va juste détailler juste après, notamment pour les salariés. Alors, pour le salarié, son intérêt, bah, c'est l'amélioration de la retraite sans imposition supplémentaire, hein, dans le respect des 8% du salaire annuel brut. Hein. C'est peut-être ce que j'ai oublié de vous mettre avant, mais l'attractivité pour l'entreprise, c'est à hauteur de 5% du salaire annuel brut. On est en exonération sociale, avec un forfait social aujourd'hui à payer à 16%, qui a diminué de 20 à 16. Ensuite, le salarié, il a la maîtrise de la gestion financière et de sa clause bénéficiaire. Et puis après, il a la mode d'alimentation à titre personnel, hein, il peut faire des versements à titre personnel sur ce qu'on appelle le compartiment 1, avec une défiscalisation des versements, hein, dans le cadre du 163 quaterversi du Code général des impôts, ou ce que certains connaissent plus sous l'appellation fiscalité PERP. Voilà. Bah, je l'ai marqué juste après. Voilà, donc il a des modes d'alimentation qui sont à sa disposition, et qui peut même utiliser l'enveloppe de son conjoint pour verser. Et d'ailleurs, on voit des chefs d'entreprise utiliser le 83 à titre personnel à hauteur de 8% du salaire annuel brut, et utiliser l'enveloppe du conjoint pour faire du 163 quaterversi. Alors, à côté de ça, on va vous faire un petit focus alors sur, expliquer un petit peu, aujourd'hui comment financer aussi comment dire? Cet article 83. C'est une manière de présenter les choses, mais qui est une manière qui fait mouche au niveau des chefs d'entreprise. C'est que vous avez le taux d'IS normal à 25, hein, ça c'est la LF 2022. Vous avez sans doute eu déjà cette information par d'autres personnes. Et si on fait un rapport sur cette LF 2022 à ce Payroll, eh ben, on peut dire la chose suivante, c'est que, imaginons qu'on mette un Payroll à 2% des salaires pour un collège qu'on a défini, le taux réel de cotisation, ça sera 75% de ces 2%, c'est 1,5, hein, tout simplement, puisqu'il y a un quart qui sera financé par la réduction d'IS par rapport à l'entreprise. Donc, quelque part, on peut dire que tous les 4 ans, la cotisation est amortie par la réduction d'IS. Autre exemple, hein, 20 ans de versement, 5 années de cotisation. Donc, quelque part, une des questions qu'on peut poser aux chefs d'entreprise, c'est: est-ce qu'une solution qui vous permet de réduire votre IDES sans charge patronale et sans réintégration fiscale pour vous et vos salariés, cela pourrait vous intéresser? Souvent, on a quand même un degré d'écoute qui commence à devenir intéressant, hein, de notre chef d'entreprise, en disant: dites-moi plus là, c'est quoi au juste? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'accord? Donc, je mets en rapport un petit peu cette catégorie de 2.1, 2.2, seuil de rémunération, avantage du Payroll pour la fidélisation et l'attractivité, et puis à côté de ça, financement à un quart par l'IS. Et puis je vous rappelle aussi que sur un Payroll, c'est souvent issu d'une DUE, et la DUE peut être donc dénoncée, donc c'est pas quelque chose de définitif non plus. Olivier, je te laisse. Oui. Toi. Ouais, c'est vrai qu'on a voulu déborder un petit peu de la loi de finances de sécu sur la LF 2022 parce qu'il y a cette mesure-là qui est autant la baisse d'IS à 25, elle était prévue depuis très longtemps, hein, c'était l'engagement électoral de Macron. Ça, c'est plutôt assez nouveau, hein, c'est que les BIC, BNC et BA vont pouvoir opter à l'IS. Donc c'est le prolongement de la mesure en faveur des indépendants, hein, qui était présentée en septembre 2021. Tu peux cliquer, s'il te plaît. Elle dit quoi cette loi? Bon, elle définit que, donc c'est l'article 13, hein, le nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel. Bon, d'ailleurs, il y a eu un vote en début de semaine, hein, 14 février, à ce sujet. Et donc, l'entrepreneur individuel, qui est BIC, BA, BNC, d'accord, pourra, sans modifier forcément son statut juridique, opter à l'IS. Donc, on parlera bien d'une assimilation à un statut EURL.
Ce nouveau statut unique, tu peux y aller, Jean-Loup, merci. C'est la disparition de l'EIRL, hein. Concrètement, c'est ce qui se passe, ce qui n'a jamais été non plus un grand succès, hein, et avec ce nouveau statut, unique, va se poser la question de la responsabilité patrimoniale du travailleur indépendant, hein. On vous dit bien, le patrimoine personnel de l'indépendant devient par défaut insaisissable, seul son patrimoine professionnel peut être saisi par les créanciers. D'accord. Et une nouveauté également sur la slide suivante, c'est que cette option Yes, elle est irrévocable, hein. C'est pas comme, une option Yes d'SCI où on peut, après 5 ans, on peut revenir en arrière. Là, c'est vraiment irrévocable. Et on précise également, alors même s'il y a encore des choses qui doivent être précisées par décret, hein, comme beaucoup d'ailleurs, hein, il y aura peut-être des lois rectificatives de finances et de sécurité sociale, hein, c'est que l'entrepreneur individuel, sa rémunération sera traitée dans les conditions de l'article 62 du CGI que vous connaissez, et puis ses résultats appréhendés comme des dividendes. Bon, de toute façon, c'est assimilation à un gérant majoritaire, hein. Bon, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. On ne sait pas trop ce que ça va donner en fait, hein, cette mesure, si nos clients vont sauter dessus, si les cabinets, vous allez pousser cette mesure. En tout cas, derrière, il y aura des belles missions à mener, hein, sur l'arbitrage de rémunération dividende, rémunération différée également. Sachez que, Tout bah, pour les vous savez, on BNC, hein, surtout pour les BNC. Ouais. ouais, qu'on est outillé et puis capable de mesurer tous ces impacts, hein, tant sur la prévoyance que sur la retraite, comme d'habitude par le biais de notre audit de protection sociale. Alors, Alors, on arrive au terme, je dirais, de notre animation. On sait bien parce qu'on respecte un peu le timing là. mmh, C'est maintenant, on fait quoi? Bon, on vient de vous présenter ça et on fait quoi? Ce qu'on peut dire, hein, c'est un petit peu un résumé un petit peu fourre-tout, mais qui est là, c'est que, bah, il y a un spectre élargi, aujourd'hui, hein, de cette LFSS, hein, qui, la poursuite des mesures covid, hein, dans les 23 articles que vous verrez développés par LFSS, hein, sur le PDF que Laura vient de vous remettre, hein. Pour ceux qui ont eu du mal à le télécharger, il y a un lien WeTransfer qui vient d'être mis. Sinon, on vous le renverra aussi, hein, par mail, suite à la fiche d'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, des mesures élargies Covid, mais aussi, une organisation future de la protection sociale et je ne pense pas qu'elle dépende, des prochaines élections parce que c'est un mouvement de fond qu'on a vu depuis, ces 10 dernières années, hein, avec un alignement des régimes, sur une convergence, hein, sur, des régimes obligatoires et facultatifs. Bon, maintenant, de ces évolutions conjoncturelles et structurelles, voilà notre réflexion. Nous pensons que chaque cabinet comptable doit s'interroger, hein, par rapport à ce qu'il veut faire et sa clientèle, de se dire, bah, au niveau de l'accompagnement en protection sociale, qu'est-ce que où je souhaite aller? Où je souhaite aller, c'est une question principale, hein. Où je souhaite aller? À quel niveau d'accompagnement, je suis prêt à consacrer une partie de mon temps, de mes ressources? Avec quelle rétribution? D'accord? Et une fois que j'ai déterminé stratégiquement, mon cap, dans un deuxième temps, je dois l'organiser et adopter un process, hein, qui va de la délégation d'un tiers à la gestion en interne, alors qui peut être facturé, hein, en totale autonomie comme chez certains cabinets ou qui peut être fait en co-traitance avec une facturation et autres. Pour vous aider, aujourd'hui, on a, en compagnie des éco-publishing, créé un nouveau guide qui s'appelle le partenariat interprofessionnel. Alors, pourquoi les éco-publishing? Les éco-publishing, pour nous, ce sont des sachants en termes de communication comptable, d'accord? Et nous considérons comme sachants sur notre protection sociale. Donc l'association de 2 sachants, 1 en communication, 2 en technique, fait créer ce guide, hein. Il y en avait d'autres auparavant, hein, sur, différentes missions. Pour vous aider, je dirais, en fonction de différents positionnements, à choisir le modèle, d'accompagnement en protection sociale pour vos clients. Par exemple, là, je vais laisser Olivier. ouais, en fait, ce guide, on pourra vous le communiquer bien évidemment, hein.
il est assez bien fait et c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est un guide pour développer des missions d'accompagnement en cabinet sur la protection sociale et patrimoniale. Et en fonction de la typologie et de la stratégie du développement, comme Jean-Loup l'indiquait, de votre cabinet, on a déterminé 4 profils que vous voyez, hein. Donc il y a, en bas, il y a l'initiateur, plutôt dans un profil conquête, l'organisateur, le développeur, celui qui fidélise et celui qui facture. Et en fonction de ces 4 profils, bah, on a déterminé un certain nombre d'outils, de process, de moyens dont on met à votre disposition, hein. Certains, vous en connaissez déjà une partie, hein, donc ça peut être de l'emailing, ça peut être des fiches missions, facturées, non facturées, avec une méthode de travail, des réunions collaborateurs, des réunions clients, des permanences en cabinet, des fiches d'identification. Voilà. Donc en fait, on a essayé de réaliser un guide assez exhaustif pour vous accompagner dans le développement de ces missions en cabinet, parce que bah, certains d'entre vous nous disent que ouais, c'est pas forcément leur métier que d'aller vendre des missions d'accompagnement. Donc, bah, on a tenté d'y répondre, hein, et on souhaiterait, si possible, venir vous présenter ce guide, parce que c'est important. Alors, vous gravirez peut-être pas l'escalier d'une seule traite, mais en tout cas, il y a différentes étapes, hein, et vous voyez qu'il y a 4 profils, parce qu'il y a différents types de catégories de cabinets sur le marché, et à chacun des profils, on a une réponse clé en main à vous proposer. Voilà. Donc, à ce stade-là, il est 31, donc c'est bien, on a tenu le timing, bravo Jean-Loup. Bravo Olivier. On va vous envoyer par mail la fiche d'évaluation. Dans le fil d'actualité, tu l'as dit Jean-Loup, il y a le côté conseil. On le reverra Euh, aussi par mail, le côté conseil en plus ouais. du support d'animation qu'on vous a présenté On compte sur en vous par PDF. rapport au Google Form, pour recueillir votre sentiment. Et puis, si vous souhaitez être accompagné, bah, c'est le moment de nous le dire également, hein, et puis pour nous, c'est intéressant aussi d'avoir votre retour, parce que bah, le CROEC nous donne la possibilité de nous exprimer vis-à-vis de vous. Donc, merci à eux et merci à vous. Et dans un souci de toujours mieux vous servir, bah, c'est intéressant d'avoir vos retours. On avait juste Voilà, une question dans le fil, Jean-Loup, je sais par pas, j'ai pas rapport, vu. Ouais, vas-y. êtes-vous sûr que Pôle emploi accepte la prise en charge en cas de licenciement? Y a-t-il lien de subordination? C'est certainement par rapport au statut du conjoint collaborateur. Alors, Ah, moi, je vais vous parler de 2 choses. Je vais vous parler de l'expérience. Nous avons mis en place des statuts de conjoints salariés dans pas mal de dossiers, et pour sécuriser le dossier, le statut du conjoint, nous avons donc écrit à Pôle emploi et nous avons eu l'accord de Pôle emploi comme quoi, la personne est salariée, et je ne vous parle pas uniquement dans des cas de dépendants, moi de cas d'indépendants, mais aussi dans les structures SARL, voire SAS. Donc, il existe de toute on a eu façon un voilà, formulaire, hein, officiel, voilà, qui permet de valider ou pas l'éligibilité aux ACDIC, en fait. voilà. On vous remercie en tout cas On vous remercie. on vous remercie, et puis, on vous embête, hein, mais cette fiche d'évaluation, elle prendra même pas 1 minute, et Laura, vous l'envoie là dans la foulée. Donc si vous avez encore 1 minute, vous pouvez le On s'est remplir tout de suite. on peut Voilà. le dire, Jean-Loup, on s'est creusé la tête pour faire simple et rapide pour vous. Merci Voilà. d'avance. Merci à vous en tout cas. Une bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.